Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un document qui a vraiment piqué ma curiosité. C'est une sorte de carte, de tableau de bord pour un projet numérique qui s'appelle Brol 2.0. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément de Belgique, il faut quand même préciser un truc. Le mot Brol, ça veut dire désordre, bazar. C'est ça, le foutoir en quelque sorte. Exactement. Et c'est ça qui est fascinant, ce paradoxe de départ. Un projet qui s'appelle Désordre, mais qui, a priori, a l'air de vouloir tout organiser. Donc la mission qu'on se donne aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre la logique derrière tout ça. On a une liste de 19 modules, et franchement, ça part un peu dans tous les sens. On a des outils hyper simples pour les débutants, décrits comme « brank-friendly ». J'adore ce mot. Moi aussi. Et à l'autre bout, on trouve des univers narratifs, des concepts de jeu complètement dingues. Alors la question que je me pose, c'est quel est le fil rouge? Qu'est-ce qui relie une page de notes à, je sais pas, une simulation de start-up samouraï? C'est exactement la bonne question à se poser. Parce que ce document, en fait, c'est pas juste une liste de fonctions. C'est la cartographie d'un esprit, on dirait. D'un écosystème numérique qui est très très personnel. On sent bien qu'il y a une volonté d'offrir des outils pour construire, pour ranger. Mais aussi, et en même temps, pour imaginer, pour créer des fictions, pour philosopher. On va explorer ensemble cette tension-là. Ce besoin d'ordre quasi maniaque face à une célébration de l'anarchie créative la plus débridée. C'est vraiment là que ça se joue. D'accord. Alors, partons du début. La base, puisque c'est le nom de la première section. On y trouve des modules comme Scratchy premier site Brank et Friendly et Brank niveau 2. Je reviens dessus, mais ce terme Brank Friendly, ça dédramatise complètement l'approche de la technique. Ça dit « venez, même si vous n'y connaissez rien ». Oui, mais je pense que c'est même plus que ça. C'est presque un manifeste, en fait. Le projet d'entrée de jeu, il nous dit « la technique, ça n'a pas à faire peur ». En appelant les débutants des branques, de façon affectueuse, il désamorce la peur de mal faire, la peur de pas savoir. L'apprentissage devient un jeu. On ne te donne pas un outil fini, non, on te propose un parcours. Tu commences avec Scratchy, un seul fichier, D'accord. et l'étape d'après, c'est de le faire grandir en un mini-site de 3 pages. C'est vraiment une démarche d'autonomisation. Et c'est cette idée de boussole de navigation qu'on retrouve dans un autre module, pas à pas. Mais une fois qu'on a ces premières briques, j'imagine qu'on se retrouve vite avec un brol de briques, justement. Exactement. Comment est-ce qu'on range tout ça? Et voilà, on retombe sur notre paradoxe. On passe à la section « Brol et fichiers », et là, le projet propose 2 voies. D'un côté, il y a l'étagère simple, une version pour débutants où il faut lister ses fichiers à la main. C'est basique, un peu fastidieux, mais on garde le contrôle. Mhm. Et de l'autre, on a l'étagère ultime. Et là, on change de dimension. Elle scanne un dossier, elle filtre, elle trie, elle génère des aperçus. On passe du manuel à l'automatique. Ce que je trouve intéressant, c'est de laisser le choix. On n'impose pas la solution la plus complexe. On peut tout à fait rester dans une gestion très artisanale de ses propres données. Absolument. Le projet ne dit jamais « voici la meilleure façon de faire ». Il dit « voici plusieurs chemins, choisis celui qui te correspond ». Et ça va plus loin. Pour visualiser son espace, on a le choix. Un mini-hub, texte, sobre, fonctionnel, et un hub illustré carte cartoon. Ah oui, D'un coup, on peut passer d'une vision d'archiviste à une vision d'explorateur. Est-ce que mon univers, c'est une liste ou c'est une carte au trésor? Les deux sont possibles. d'accord, donc on a les briques pour construire, les étagères pour ranger, les cartes pour visualiser. C'est super pour un projet perso, mais est-ce que ça peut servir à quelque chose de, disons, sérieux? Pour une activité professionnelle, par exemple? C'est l'étape juste après, et c'est un point clé. La section intranet et métier. C'est là que le projet montre qu'il n'est pas qu'un simple bac à sable. Les 2 exemples sont très bien choisis. On a agence détective publique et intranet organisation lambda. Le grand écart, encore une fois. Une profession quasi romanesque et à côté le truc le plus générique du monde. C'est ça. Et c'est fait exprès, pour montrer la polyvalence du système. Pour l'agence des détectives, on imagine un site vitrine, un portfolio, un blog. Quelque chose tourné vers l'extérieur. Voilà. Et pour l'intranet, on est sur un outil de communication interne pur et dur. Le message, il est puissant. Les mêmes briques de base peuvent construire des choses radicalement différentes. Le système est au service de l'utilisateur et pas l'inverse. Mais avec autant de possibilités, le risque de se perdre et de, finalement, créer un chaos encore plus grand, il est énorme. Comment le créateur gère ce risque? Mais en étant très lucide sur la nature de n'importe quel système, en fait. C'est le rôle de la section métaguide. On a un tutoriel Learn pour apprendre à assembler les pièces du puzzle. Mais le plus fascinant pour moi, c'est le module Relearn Cohérence Globale. Et la description est juste parfaite. Guide pour remettre de l'ordre quand tout devient un brol. Attendez, ça me frappe.
La plupart des logiciels se présentent comme la solution parfaite au désordre. Le fait d'admettre, au sein même du projet, que leur propre système peut devenir chaotique, c'est rare, non? Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle une compréhension profonde et humble de ce que c'est de créer quelque chose. C'est une reconnaissance de l'entropie. Tout système, si on le laisse faire, tend vers le désordre. Intégrer un guide de remise en ordre, c'est d'une maturité exceptionnelle. C'est admettre que la création, c'est un cycle. Construction, expansion, chaos, et puis réorganisation. Ce n'est pas un échec, c'est juste le processus normal. Et fournir les outils pour ça, c'est précieux. Il y a même une version Relearn, grand public, qui est destinée, je lis, aux gens pas à l'aise avec l'informatique. On ne parle donc pas qu'à des experts. C'est un indice capital, ça. Il y a une vraie ambition de démocratisation. Le projet ne veut pas seulement donner des outils puissants aux gens qui savent déjà coder. Il veut donner des méthodes, des concepts de gestion du chaos numérique à ceux qui se sentent dépassés par ce chaos. Mhm. C'est presque une démarche citoyenne, au fond. Redonner aux gens le contrôle de leur propre environnement digital. Bon, jusqu'ici, tout se tient. C'est cohérent, bien pensé, bien structuré. Et puis, on arrive à une section qui s'appelle IA fictive. Et là, j'ai l'impression qu'on bascule dans une autre dimension. C'est là que le voyage commence vraiment. On nous parle de Gork Thesaurus Graph View et de Gork Core, Console and Hub, décrit comme une console centrale façon IA. Ma question est simple. Pourquoi créer une intelligence artificielle fictive? Pourquoi ne pas juste appeler ça un outil de recherche? Quel est l'intérêt de rajouter cette couche narrative? L'intérêt, c'est de changer complètement la relation qu'on a avec l'outil. C'est une démarche de design poétique. En lui donnant un nom, Gork, une personnalité, une intention créée par Gork, le concepteur transforme une fonction en personnage. Ah, d'accord, je vois. L'outil n'est plus un serviteur anonyme et froid, il devient une entité, un interlocuteur. On ne lance pas une recherche, on demande d'Azurk. Ça rend la technologie plus chaleureuse, plus engageante, presque magique. On quitte l'utilitaire pour entrer dans le récit. Et ce récit, il nous emmène tout droit au sommet. La section Univers et jeux. Alors là, je vais lire la description de l'univers parce que ça vaut le détour. Accrochez-vous. Tintin fois Dardenne fois LOTR fois Matrix Cartoon. Pardon, mais c'est une blague. Comment est-ce que les frères Dardenne, le symbole du cinéma social belge, peuvent coexister dans la même phrase que le Seigneur des Anneaux? C'est Le grand écart absolu. comme mélanger de la choucroute, de la barbe à papa et des huîtres. Ça n'a aucun sens. C'est un cocktail audacieux, c'est sûr, mais c'est aussi un raccourci incroyablement efficace pour planter un décor. Tintin, c'est pour l'aventure, un certain classicisme. Dardenne, c'est l'ancre dans le réel, le social. L'auto-air, c'est l'épique, la grande quête. Et Matrix, c'est la remise en question de la réalité. Le tout en version cartoon. Voilà ce qui dédramatise le tout. C'est un univers qui promet d'être à la fois familier et complètement inédit. Et cet univers improbable sert de décor à 2 projets de jeu. Le premier, Opération Milou Startup Samouraï. Description, projet militant gamifié pour tester l'anarchie au secours du capitalisme. Là, j'avoue, mon cerveau commence à fumer. L'anarchie au secours du capitalisme, ça sonne comme une contradiction dans les termes. C'est une thèse provocatrice, et c'est tout l'intérêt. On n'est plus dans la gestion de fichiers là, on est dans l'expérimentation philosophique. L'idée, si on essaye de décoder, ça pourrait être: le capitalisme actuel, rigide, hiérarchique, est à bout de souffle. Et si la solution venait de principes anarchistes? Pas le chaos, mais l'auto-organisation, les réseaux décentralisés. D'accord? Le jeu devient un labo pour tester cette hypothèse. Est-ce qu'une start-up samouraï, qui allie discipline et agilité, peut régénérer le système de l'intérieur? C'est une question vertigineuse. Et pour explorer cette question, on a une deuxième option, Estique de l'anarchie, jeu licorne et bisounours, une version ultra colorée du même concept. Donc on peut explorer l'anarcho-capitalisme soit avec des samouraïs, soit avec des poneys en gros. C'est ça. La flexibilité de ce projet est décidément sans limite. Mais je trouve que c'est un coup de génie. Proposer 2 habillages, 2 skins pour la même idée complexe. La version samouraï est sérieuse, militante. La version licorne rend le concept accessible, presque inoffensif. Oui, on peut jouer avec tes idées radicales sans en rendre compte. Exactement.
C'est une manière de dire que les idées les plus profondes peuvent être explorées de différentes manières et que le jeu est le véhicule parfait pour ça. Ce n'est plus de l'informatique, c'est de la pensée spéculative. Si on fait le bilan du parcours, c'est quand même assez spectaculaire. On est vraiment parti d'un simple fichier HTML pour Branck, pour arriver à un univers narratif baroque qui fait se rencontrer Tintin et Matrix dans un jeu sur l'anarchie. Brawl 2.0, ce n'est donc pas du tout une boîte à outils, c'est une philosophie de la création. C'est exactement ça. Ce projet fait voler en éclats la frontière qu'on a l'habitude de dresser entre le pragmatique, organiser ses fichiers, et le poétique, voire le politique, créer des mondes, explorer des idées. Il nous montre que nos outils numériques n'ont pas à être froids, impersonnels, fonctionnels. Ils peuvent et ils devraient être le reflet de notre complexité, de nos contradictions, de nos idées les plus folles. C'est un plaidoyer pour un numérique plus personnel, plus expressif et finalement plus humain. C'est une très belle conclusion. On sent que le projet est autant un outil pour les autres qu'un autoportrait de son créateur. Sans doute. Et ça soulève une dernière question, une pensée pour la route. On a parlé de ce guide Relearn pour le grand public, pour expliquer comment gérer le chaos informatique à des gens pas à l'aise. Mhm. C'est une démarche de traduction technique qui est admirable, mais la vraie question que ce projet nous pose, c'est comment on traduirait l'autre versant? Comment on explique une start-up samouraï ou un univers Tintin-Matrix à ces mêmes personnes? Ah oui, Le véritable défi, ce n'est peut-être pas seulement de combler le fossé technique. C'est peut-être et surtout de combler un fossé imaginatif. Comment est-ce qu'on partage non seulement les outils, mais aussi les rêves qui nous permettent de construire?